C'est lorsqu'une situation semble désespérée, que la destruction et le chaos règnent en maître, que la nature fait bien les choses. Je vais vous conter la plus belle des histoires. L'histoire d'une rencontre non désirée, mais dont le fruit éclaire toutes nos nuits, aujourd'hui encore. Le sujet du jour, la naissance de la Lune. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Notre histoire commence il y a 4,5 milliards d'années, soit environ 42 millions d'années après la naissance de notre système solaire. Voici notre bonne vieille Terre. En l'état actuel, nous l'appellerons Prototerre. Bon, ok, notre bonne jeune Prototerre ne ressemble pas du tout à notre paradis actuel. Alors en effet, elle est en pleine formation, elle est secouée en permanence par des séismes, des super volcans générant des lacs de lave démesurés, et le tout saupoudré d'un bombardement météorique de masse. Alors il faut savoir qu'il y a 4,5 milliards d'années, nous sommes en pleine période de bombardement météoritique massif. Et c'est grâce à tous ces bombardements météoritiques que les planètes telluriques ont pu naître. Alors il va de soi que dans un tel climat de destruction, aucune vie n'existe. Alors, dans la famille catastrophe, je demande le père. Hop. Ah, Michael B, bonne cache. Et c'est dans ce climat de joie et de bonne humeur qu'arrive par la grande porte une toute nouvelle invitée, Théia. Théia est une protoplanète de la taille de Mars approximativement, qui, pris d'un amour impossible avec notre bonne prototerre, décide de venir lui faire un énorme câlin. La collision est démentielle. Sous l'impact, Théia est complètement pulvérisée et la prototerre voit une partie de son enveloppe arrachée. Avec le temps, les débris de cette collision se sont peu à peu agrégés et là, sous nos yeux ébahis, nous sommes témoins de la naissance de notre Lune. Alors dans cette collision, nous avons eu énormément de chance car Théia a percuté la prototerre de façon rasante et non frontale. Ah bon? Et qu'est-ce que ça change que ce soit frontal ou rasant? Tout ça change. Oui, merci Yoda. Effectivement, si la collision aurait été frontale, aucune des deux protoplanètes n'aurait survécu. Ouais, bah, tu fais le malin avec ton scénario catastrophe là, mais je suis sûr qu'il y a d'autres scénarios pour la naissance de la Lune, non? Ouais, oui. Oui, avant il existait d'autres scénarios, oui. Avant? Bah avant quoi? Bah avant 1975. Mais je vais y revenir. Bah en fait, sur ces trois anciens scénarios, aucun n'est vraiment satisfaisant. Et je vais vous le démontrer. Scénario numéro 1, la fission. Alors comme on a pu voir dans la vidéo d'illustration,
La Terre, à ses débuts, il y a 4,5 milliards d'années, était une grosse boule de fusion magmatique. Et on suppose dans ce premier scénario qu'elle devait tourner sur elle-même relativement rapidement. Rapide à un tel point qu'une partie de sa matière se serait retrouvée éjectée autour de la prototerre et ensuite se serait amalgamée pour former la Lune. Ah ouais, bah oui. Et pourquoi il ne marche pas ce scénario? Bah en fait, pour que ce scénario fonctionne, il faut que la rotation de la planète, de la protoplanète, soit très grande. Trop grande. Scénario numéro 2, la création simultanée. La Terre et la Lune se seraient créées simultanément avec la même source de poussière. Ah ouais, je l'aime bien celui-là. Bah, il marche pas non plus, c'est ça? Non. Et là, ce sont les échantillons rapportés des missions Apollo, de la Lune directement, qui nous permettent de réfuter ce scénario. En fait, l'analyse des roches lunaires a montré que leur composition chimique est différente de celle des roches terrestres, en particulier en ce qui concerne la proportion de fer. La Lune ne peut donc pas être uniquement formée de matière arrachée à la Terre, et elle n'a pas non plus tout simplement pu naître dans la même région que la Terre. Scénario numéro 3, la capture. La Lune se serait baladée dans le système solaire et aurait à un moment donné été capturée par le champ gravitationnel de la Terre. Ah ouais, à Maximaus la Terre. Oui, mais non. Ce troisième scénario n'est pas non plus acceptable. En fait, on peut difficilement imaginer comment la Terre aurait pu capturer un objet aussi massif que la Lune et surtout l'emmener dans un orbite stable. La Lune aurait dû tout simplement rebondir sur le champ gravitationnel de la Terre et repartir vers l'infini. Vers l'infini et au-delà. De plus, l'analyse de la proportion de différents noyaux atomiques montre une très forte similarité entre la Terre et la Lune, ce qui est très difficile à s'expliquer si les deux corps ont été créés de façon indépendante. Ouais, forcément. Donc du coup, il reste plus que le scénario de la collision. Ouais. Mais tu nous le sors de où ce scénario là? Tu ne nous le sors pas de ton chapeau quand même? Non. Et c'est pourquoi en 1975, plusieurs planétologues se sont mis ensemble pour créer ce quatrième scénario, cette quatrième thèse, pouvant expliquer aussi bien les différences que les similitudes entre la Terre et la Lune. Voici, dans les grandes lignes, les 3 indices les ayant amenés à cette théorie, qui aujourd'hui est la seule reconnue. Premier indice, le fer. À l'époque de la création de la Terre, tout le fer, de par son poids, était déjà réuni dans le centre de la planète. De ce fait, la matière éjectée par l'impact, principalement le manteau de la Terre, comportait peu de fer, ce qui explique que la Lune contient une faible proportion de cet élément. Deuxième indice, la similarité. La similarité entre les deux noyaux atomiques de ces deux corps montre qu'ils ont une origine commune. Et enfin, troisième et dernier indice, la nature très aléatoire des impacts explique pourquoi la Terre est la seule planète interne du système solaire à posséder un satellite de si grande taille. Aujourd'hui, la Lune est la première et le seul objet non terrestre visité par l'homme. Le premier à y avoir marché est l'astronaute Neil Armstrong le 21 juillet 1969. Après lui, 11 autres hommes ont foulé le sol de la Lune, tous membres du programme Apollo. La Lune est notre seul satellite naturel. C'est même le 5e plus gros satellite du système solaire. Dorénavant, quand vous lèverez les yeux sur elle, avouez que vous la verrez d'un autre œil. Voilà, ce 3e épisode de Matière Noire est désormais terminé. Alors je tiens à vous remercier, vous faire des énormes bisous. Vous êtes de plus en plus nombreux à aimer la chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux également à me suivre la page Facebook et le compte Twitter de la chaîne. Et je suis super ravi. Je ne m'attendais pas à ce que ça puisse plaire à autant de personnes et surtout que l'astronomie puisse intéresser autant de personnes. Je suis premier à épater. Et je vous en remercie, ça me va droit au cœur. Alors, au moins, on peut se dire, et là pour une fois c'est vrai, et ça n'a jamais été aussi vrai, la matière noire qui se situe dans l'univers fera marcher plus que jamais votre matière grise. Allez, salut! Tout ça change. La collision est démentielle. Theia se voit complètement exploser, défoncer. Alors comme on a pu voir au début dans la vidéo d'illustration, la prototerre était une énorme bouse de... bouse. Oh, c'est une énorme bouse. Oh merde.